Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et WattFM pour l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Nous vous savons également très nombreux à nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Juge Bougma, juge Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Un mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Albert Ouedraogo a décliné hier face aux députés le plan d'action stratégique de son gouvernement pendant cette période de transition et face à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Le chef du gouvernement a proposé une transformation profonde de la gestion politique, administrative et économique du pays et cela va passer par 4 axes stratégiques. Retour avec les juges au siège sur le discours du Premier ministre à l'hémicycle. Mais avant, nous allons ouvrir cette émission avec les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Alors, ce qui retient notre attention, c'est 2 avant-propos. C'est d'abord la suspension du Compact Millennium Challenge Account. Ça fait pratiquement le milliard de dollars. C'est plus de 500 milliards de francs CFA. Et c'est des projets d'envergure qui sont suspendus comme ça, compte tenu de l'avènement du coup d'État du 24 janvier. Parce qu'il y a déjà le compact national et puis il y a celui avec la Côte d'Ivoire pour les projets communs. Et donc, c'est suspendu. Donc, suspension, je suppose que ce n'est pas une annulation. En tout cas, ils sont à l'étape de la suspension. Peut-être que l'annulation viendra en fonction de l'évolution, c'est possible. Mais pour le moment, c'est officiellement suspendu. Donc, je dis c'est une grosse perte. C'est vrai que en termes de développement, le mieux, c'est de savoir compter sur soi. Mais maintenant, même pour compter sur soi, il y a un minimum de soubassement. Cela devait pouvoir aider dans notre contexte d'insécurité actuelle et de lutte contre le terrorisme. Mais bon, c'est comme ça, on a fait... Il y a un coup d'État qui a eu lieu, on assume avec les conséquences. J'ai dit bien peut-être que les autres organismes vont emboucher la même trompette. C'est vrai que la question du délai de 3 ans, effectivement, la CEDEAO n'est pas d'accord. Et nous avons trouvé la parade pour dire que si la situation évolue, on va raccourcir le délai. Ça laisse sous-entendre que si ça n'évolue pas bien, on va rallonger le délai. Et donc c'est sûr que c'est ce calcul qui n'est pas très clair par rapport à la suite à donner. Et ça fait que bon, les uns et les autres sont en train de les garder en attendant. Et quand on tient compte des propos de certains députés hier que nous avons écoutés, c'est à croire qu'ils disent qu'ils demandent suffisamment de temps pour implémenter ce qu'ils vont faire parce que le pays a besoin d'être réformé. Quand certains qui siègent à la LT s'expriment, on sent qu'il y en a qui ne veulent pas que les 3 ans là s'arrêtent ainsi. C'est-à-dire qu'ils veulent une prolongation. Pratiquement un mandat 5 ans. Quand on entend des propos, on sent que ça va vers ça. Mais bref, toujours est-il que c'est une conséquence du coup d'État qu'il faut assumer, tirer les leçons, assumer. C'est de trouver également les moyens, les voies et les moyens pour que, sur le plan diplomatique, d'autres partenaires multilatéraux également ne suspendent compte tenu de la situation. Parce que ça va venir d'ailleurs au niveau des collectivités territoriale, compte tenu que c'est une délégation spéciale, il y a des projets d'envergure également qui vont être suspendus en attendant que ce soit un maire dûment élu. Donc ça va continuer, mais c'est ça aussi. Il y a un sacrifice à faire, il y a des réalités à faire face, et puis il y a une posture d'État qui a fait coup d'État à assumer, et puis on va avancer. Le second avant-propos, c'est au niveau de l'Afrique australe. Et l'article dit que au nord du Mozambique, si je cite un article de Benin News qui dit « Alors que les djihadistes sèment la terreur dans le nord du Mozambique, la communauté de développement de l'Afrique australe s'est engagée à poursuivre ses actions pour aider le pays à lutter contre les terroristes. » Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont d'abord envoyé en 2021, ils avaient déjà envoyé des troupes
Je pense que c'est près de 2000 éléments qu'ils avaient déjà envoyés sur le terrain. Et actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de présenter également des projets communs devant leurs partenaires pour pouvoir avoir suffisamment de moyens et aller effectivement combattre contre ces pays, ces terroristes-là. Alors ici, je fais le parallèle avec la CEDEAO. Notre CEDEAO, quand elle a parlé de force, c'est pour vouloir déloger les militaires au Mali. Ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai qu'au niveau du Mali, il y a une coalition internationale. Donc les forces qui y sont, ce ne sont pas seulement des forces de l'espace CEDEAO. Il y a des Danois d'ailleurs, ça fâché avec l'envoi des troupes danoises. On se rappelle ce qui s'est passé dans la force Takuba. Il y a des Belges, il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a des Canadiens, il y a des Français. C'est toute une coalition et maintenant en plus des autres pays africains et des États membres de la CEDEAO. Mais ici, je dis bien, c'est la communauté de développement de l'Afrique australe qui a d'abord pris sur elle la responsabilité non seulement d'envoyer des troupes, des hommes, des moyens et aussi de plaider auprès des autres partenaires que sont l'Union européenne et autres pour pouvoir effectivement aller combattre aux côtés de ce pays-là contre les terroristes. Nous, notre CEDEAO fait quoi? Ce qu'elle sait faire, c'est dénoncer des coups d'État, c'est suspendre, sanctionner de façon illégale et imposer des sanctions illégales à des États. Je pense qu'également il va falloir regarder les choses de près. Dans ces conditions, si cette même communauté s'érige contre un coup d'État et inflige des sanctions, légitimement, on peut se dire oui, la communauté a raison, parce que même au temps fort, elle a contribué. Quand un pays est en insécurité, ce pays-là sent la fraternité de cette communauté-là. Mais ici, au niveau de l'espace CEDEAO, on ne voit pas ça. Non, on ne voit pas ça. Donc, j'ai dit c'est un exemple c'est en Afrique australe, et c'est un exemple que moi je voudrais prendre et saluer. C'était mes deux avant-propos. Merci, Juge Bougma. Juge Vara, vous avez la parole. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner Béguédou avec ce qui s'est passé entre jeudi, vendredi et samedi avec plusieurs bars et débits de boissons qui ont été saccagés et brûlés par, dit-on, des musulmans radicaux. Et quand on regarde, ça ne surprend pas parce qu'il paraîtrait que le mercredi, il y avait une manifestation voulue encore par ces mêmes hommes pour se plaindre de la présence de filles dans ces débits de boissons-là. Et laquelle marche se serait achevée par des violences, notamment à l'endroit de ces dames-là, qui ont trouvé refuge dans des localités voisines. Et c'est le lendemain qu'ils sont venus achever leur travail, et vendredi et samedi. Et à ce qui se raconte, donc des informations qu'on a, c'est qu'il y a des prêches rigoristes aussi, quoi qu'on dise, et des personnes qui donnent des messages très hostiles. Et on nous dit qu'il n'y a pas seulement que la question de ces filles, il y a la question même de la consommation de l'alcool qui est un problème. Et pour eux, ça devrait être un nettoyage qui doit être fait. Et il y a même, selon certains témoins, les kiosques PMUB comme on les appelle, donc ceux qui font les paris, qui risquent aussi qui risquaient fort d'être concernés parce que tout ça a été dans la ligne de bille. C'est une radicalisation pure et dure, il n'y a pas 36 façons de l'appeler. Heureusement qu'on apprend qu'il y a 29 personnes qui ont été interpellées, notamment l'ancien maire Noro Bara qui a fait partie, et on dit qu'il y aura donc d'autres interpellations et d'autres personnes qui seront entendues sur cette affaire. On espère en tout cas que le commissariat central de la police de Tinkodogo, qui a annoncé cela, trouvera les personnes qui sont rendus coupables de cela, parce que j'ai lu dès les premières heures l'AIB avec un témoignage de celle d'une personne qui était sur les lieux, qui d'ailleurs était dans l'un de ces débits de boissons et qui très vite s'est levé, circulé sa moto, mais a voulu rester jusqu'à la fin pour voir ce qu'il en était. Il a parlé de talibés qui étaient très nombreux, bien organisés, avec des gens venus à moto, avec des phares bien mis pour faire leur basse besogne. Donc ça sent dans la technique d'approche d'autres choses qu'on a déjà vues. Il ne faudrait pas laisser ces choses-là se faire, il ne faut pas laisser ces choses-là prospérer, parce que, quoi qu'on dise, votre liberté s'arrête où commence celle des autres. Il ne s'agit pas d'imposer son style de vie, sa façon de voir, ce à quoi on croit aux autres.
Les gens ont la liberté de vivre comme ils entendent leur vie, et vous aussi, tant que il y a personne ne franchit certaines lignes. Et là, on entend de franchir certaines lignes, il faut se dire et se regarder en face, se dire certaines vérités. Il y a des prêches et des prédicateurs rigoristes qu'on a dans certaines mosquées. Il faut les dénoncer, il faut dire la vérité. La question religieuse, on sait qu'elle est sensible, mais il faut l'aborder. Tant qu'on n'est pas courageux sur ce chapitre-là, on va se mentir et on va continuer à avoir des actes de ce type-là, et on va avoir des jeunes frères, des Burkinabés comme nous, des concitoyens, qui vont basculer, et après on va se demander quand est-ce que ça a commencé, alors qu'on a vu des choses se faire et on s'est tué. J'espère que le commissariat va tirer les choses au clair, et ceux qui ont commencé à penser comme cela devraient comprendre qu'on est dans un état et il y a une façon de fonctionner. Merci pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble sur le coup de 8 heures sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire, répondre à la crise humanitaire, refonder l'État et améliorer la gouvernance, et enfin œuvrer à la réconciliation nationale et la cohésion sociale. C'est sur ces grands axes stratégiques que repose la feuille de route du Premier ministre Albert Ouedraogo, une feuille de route qui a été présentée hier lors d'une session plénière à l'Assemblée législative de la transition. Alors, c'est un exercice qui n'a pas été soumis au vote, mais qui était très attendu, juge Bougman, au regard justement du contexte et de tout ce qu'on attend de cette transition. Oui, très attendu, parce que d'ailleurs, il y en a qui n'en voyaient pas la nécessité. Contrairement en 2015, là, la charte a clairement dit qu'il présente une feuille de route, parce que c'est quand il est le président élu dans les normes, le premier ministre désigné, qui lui présente le discours de politique générale, qui est différent du discours sur la situation de la nation. Donc il présente le discours de politique générale soumis, et là c'est soumis à des votes pour valider le premier ministre ou pas. Donc ici, étant donné que c'est une transition, que viendra faire un premier ministre qui ne présente pas un programme, un plan quinquennal ou bien un plan annuel, ou je ne sais pas moi, par rapport à ses ambitions, pour que l'Assemblée puisse jauger s'il est capable ou pas de conduire effectivement les choses. Mais ici, c'est une feuille de route pour dire au Burkinabé, on a 3 ans, qu'est-ce que nous voulons faire, où est-ce que nous voulons aller, quelles sont les grandes réformes que nous voulons envisager. Et donc c'est pour permettre effectivement de donner la direction par rapport à la suite à donner. Donc c'est l'article 18 de la charte qu'il a voulu ainsi. Ça permet désormais de savoir et de les tenir au mot, et à partir de ce moment-là, pouvoir faire une évaluation conséquente. Parce qu'on avait un PNDS 2 qui avait entamé sa marche, et donc stoppé par une transition. Est-ce que les grands axes du PNDS vont être poursuivis, ou bien, comme c'est une parenthèse de notre démocratie, est-ce qu'il y a un autre plan, ou bien en tout cas quelque chose de minimum sur laquelle nous allons effectivement cheminer. Donc autant de questions qui étaient posées, mais à l'arrivée, c'est un premier ministre qui est venu présenter sa feuille de route pour dire quels sont les axes prioritaires, qu'est-ce que nous allons faire. Et donc, exercice effectivement qui était attendu pour savoir de quoi est-ce que ça retourne. C'est aussi une révélation du PM grandeur nature au Burkinabé, à travers sa personnalité, parce que quand vous prenez la parole, c'est toute votre personnalité qui s'exprime. Donc à travers sa personnalité, sur le plan émotionnel et sur le plan et physique et tout. Donc parce que dans votre posture, dans votre façon de répondre aux questions, tous vos traits de personnalité effectivement se dégagent. Donc c'était aussi une occasion au Premier ministre de se révéler véritablement aux Burkinabés qui ne le connaissent pas bien, pour avoir une idée de qui il est, de est-ce qu'il est capable ou est-ce qu'il n'est pas capable, est-ce qu'il est courtois, est-ce qu'il n'est pas courtois, est-ce qu'il est plein d'humour, est-ce qu'il ne l'est pas, parce qu'il y a tout cela qui se joue dans vos traits de personnalité. Je pense que c'est ce qui a été donné de voir hier à travers un PM qui est arrivé tout en blanc, de tout blanc vêtu, pour s'adresser effectivement au Burkinabé. D'accord, alors juge Bernard l'a dit, au-delà du fond, il y a la forme qui compte beaucoup. C'était un exercice qui était attendu pour beaucoup. C'était l'occasion de voir en tout cas le Premier ministre, en tout cas dans ce exercice, et voir sa capacité à interagir avec les députés, surtout à apporter des réponses. Déjà au niveau de la forme, qu'est-ce que vous pensez de cette prestation-là du Premier ministre Albert Ouedraogo? Bon, déjà, c'est que il respecte
les délais d'1 mois qui sont voulus, c'est la charte qui l'a prévu, comme le disait tout à l'heure Bernard Bougouma. Et puis, pour beaucoup, c'était peut-être le moment aussi de le voir sans ses papiers, voir comment est-ce qu'il se débrouille, répondant à des questions peut-être auxquelles il ne s'attendait pas, ou bien qu'on sentait qu'il n'y avait pas dû préparer. Et donc, comment est-ce que l'homme, sur le vif, est à l'aise avec les dossiers qui sont ceux du Burkina. Je crois que c'est un peu cet exercice-là. Parce que n'oublions pas, c'est ici dérouler une feuille de route. Donc, on est dans des annonces, on est dans des promesses, on est dans des « je vais faire ». Voilà comment je vois et voilà le chemin que je veux emprunter. Alors que, vous savez, on est souvent dans la soif de l'action. On est dans la soif de l'action, mais tout commence par ça. Par d'abord décliner sa feuille de route et après, vous serez plus au mot pour qu'on puisse vous dire, vous avez dit à un moment donné au départ que voilà ce que vous feriez dans tel secteur, voilà ce que vous feriez dans tel secteur. On sent que ça ne bouge pas, qu'est-ce qu'il en est? Je crois que il faut accepter au moins, pour ceux qui font déjà la critique, parce que j'ai écouté certains députés qui disent on a eu seulement droit à des annonces. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient entendre ce jour-là, si ce n'est que des annonces. Ça m'a fait sourire d'entendre certains députés le dire. Je ne vais pas dire de nom ici, parce qu'il y a des interviews qui ont été faites. Il dit l'heure à l'action, on n'attend plus des annonces, c'est que des annonces qu'on a entendues. Ça me surprend qu'un député le dise, quoi, parce que je ne sais pas à quoi ils s'attendaient hier, en fait. Donc, on est juste d'abord à la question de l'expression de la bonne foi, à la question de l'explication de ce qu'est le processus par lequel on va apporter la solution au problème des Burkinabés. Et donc ça s'écoute. Et maintenant, c'est à ces paroles-là, c'est au processus qui a été donc déballé, qu'il sera tenu et qu'on lui rappellera à chaque fois en termes d'engagement pris face aux Burkinabés et dans chacun des compartiments de notre vie. Donc c'est un exercice. d'abord, quand on regarde, il y avait le caractère accessible dans le message qui était donné. J'ai dit caractère accessible parce qu'on n'avait pas un premier ministre qui avait un langage difficile pour la plupart des Burkinabés, ça il faut le noter, parce que quelquefois ce qui fait sombrer un peu la communication ou l'intérêt autour de la chose parlementaire, c'est l'inaccessibilité des sujets qui sont abordés, l'inaccessibilité du langage qui est choisi, l'inaccessibilité et même du débat en lui-même, parce que quand vous écoutez, vous comprenez rien, c'est du gros français comme diraient certains, et puis bon, mais là on a eu droit, quoi qu'on dise aussi, à une communication qui était précise, pas trop longue et très accessible, et il y avait des échanges avec des questions qui étaient celles aussi, quoi qu'on dise, attendues par bon nombre de Burkinabés sur des secteurs comme la sécurité, la question de la gestion des déplacés internes, et puis même notre administration et tout. Donc ça, il n'y a pas de questions dont qu'on se serait posé plutôt, et qu'on n'aurait pas entendu poser, et sur lesquelles le Premier ministre n'a pas été interrogé. Et en même temps, on a vu comment il était assez open. Vous savez, quelquefois, ce sont des exercices qui sont difficilement gérés par certains. Et puis, comme on parle de forme, on a un Premier ministre qui est bien moins jeune, bien plus jeune. Ça se sent aussi dans la façon dans la gestion du temps et de ne pas souffrir. Il y a des premiers ministres qui, dans leur discours, on a un peu souffert au pied à leur place et on avait envie que ça se termine un peu plus vite pour que le vieux aille se reposer. Ici, ça n'a pas vraiment été le cas. Je veux dire que bon, dans l'ensemble et dans la forme, c'est un exercice quand même assez réussi. D'accord. Alors vous l'avez rappelé, les Burkinabés sont dans l'impatience, ils attendent des actions. Cela aussi c'est remarqué largement dans les questions des députés, mais avant l'action, il faut d'abord définir en tout cas la trajectoire si on veut arriver à bon port et définir les moyens avec lesquels on va arriver à destination. Que pensez-vous du diagnostic et de ce qui a été défini justement comme feuille de route? On parle de lutter contre le terrorisme, restaurer l'intégrité du territoire, répondre à la crise humanitaire, refonder l'État, améliorer la gouvernance et enfin réconcilier les Burkinabés. Est-ce qu'on pouvait aller au-delà? Oui, non, on ne pouvait pas aller au-delà. Il suffit d'ailleurs de cours du diagnostic qui a été fait. Et le diagnostic, il est juste. C'est une crise politique, de gouvernance, donc crise politique et de gouvernance, donc ajoutée à la question sécuritaire, donc de lutte contre le terrorisme. La seule phrase où je ne suis pas d'accord, c'est quand il a dit 6 dernières années. Non, ça fait 7 ans que nous sommes sous le feu de ces attaques-là. Aujourd'hui, nous sommes au 5 avril.
Donc ça fait pratiquement, les 7 ans ont été bouclés hier, parce que c'est le 4 avril 2015 que le Roumain a été enlevé. C'était le premier acte terroriste. 2015, on a suivi 3 autres attaques après l'enlèvement, donc 4 au total avant l'attaque de 2016 au niveau de Kwame Nkrumah. Donc ici, ça fait 7 ans pratiquement que nous sommes dans une telle situation, 2015-2022. Alors, mais ici, la réalité aussi qu'on ne va pas se perdre. L'essentiel, ce n'est pas dans les chiffres, le diagnostic, il est juste. Donc il y a une crise sécuritaire et humanitaire qui s'est greffée à la crise politique et à la question de la malgouvernance, qui est aussi une réalité. Crise politique parce que depuis 1998, j'ai dit le diagnostic, il est juste. Depuis 1998, on a plongé dans une crise sociopolitique jusqu'aux émeutes de la faim, avant l'insurrection populaire et après l'insurrection populaire, la résistance au coup d'État. Cela a contribué à durcir les positions entre les hommes politiques qui ont passé le temps plutôt à se combattre qu'à regarder l'intérêt commun. Et chaque effort est tiré vers le bas et chaque effort est sapé. Et les relents de réconciliation n'ont pas marché parce qu'il y avait un calcul derrière. Donc finalement, ça n'a pas marché parce qu'il y avait un problème effectivement de confiance. Aujourd'hui, qui se rappelle de la journée nationale de pardon? 31 mars, c'est fini. Il y a même un rond-point à la Padoue pour ça, les droits humains. On n'en parle plus. Parce que ils sont nombreux qui ne se sentaient pas impliqués. Dès que le président Blaise Compaoré est tombé, la date de cette journée-là, qui était même, je pense qu'elle était fériée entre-temps, est tombée aussi avec le président Blaise Compaoré. Puis c'est fini, ça s'arrête là. Alors qu'une journée de commémoration de cette envergure dans un État, c'est très important. Donc on n'a pas pu capitaliser cela. Après l'insurrection et le coup d'État, les clivages se sont accentués. Et ceux qui sont arrivés également, on a vu, tout a été politisé. La question de la lutte contre le terrorisme, la corruption, tout est politisé. Donc, conséquence, nous sommes également dans un remake. Il y a un coup d'État qui vient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'ils demandent, c'est de refonder l'État, c'est de revoir la façon de faire la politique, c'est de travailler sur les questions de l'amélioration de la gouvernance. Et ça, nous sommes dans une telle situation. Maintenant, est-ce que les autorités actuelles ont toute la légitimité pour le faire? Et là, ça va demander un effort également supplémentaire au Burkinabé. Parce que certains n'ont pas cette légitimité pour le faire, compte tenu de leur passé, compte tenu de leur vécu. Mais si on va passer le temps aussi à ressasser le passé, on ne pourra pas construire un État. Dans un État, à un moment donné, où on a fait de la gabegie, la malgouvernance, l'argent roi, la priorité, presque tout le monde est trempé, mouillé. Ceux qui sont dans les affaires, ceux qui ne sont pas dans les affaires. Ceux qui sont dans les affaires, quand on ne va pas sur la scène politique, s'ils ne trichent pas avec le fisc, c'est que ceux qui sont aux affaires également... Donc en réalité, tout est imbriqué. Donc on traîne cet art-là depuis l'époque 87 jusqu'à maintenant. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc c'est de regarder avec courage et faire l'état des lieux avant de pouvoir avancer. Maintenant, par rapport aux 4 axes prioritaires également qui ont été dégagés, ce sont des axes qui sont très pertinents. Je ne pense pas qu'on puisse... Il y en a, on peut toujours trouver. Mais je pense que si on a pu régler ça, on a réglé beaucoup de problèmes. Il y a de la volonté, il y a des comment on appelle ça, des choses réalistes. Il y a d'autres également pas. Mais je pense que déjà, c'est très bien. Puisque même sur la question, regardez des éléments essentiels. Même notre devise aujourd'hui, on ne sait même pas quelle est la devise. Oui, c'est vrai, on est arrivé à ce niveau. La question a été posée. Et oui, la question a été posée. Et franchement, en toute sincérité, j'ai apprécié la question de Ali Batra Ouedraogo. J'ai apprécié la question parce que moi-même, je me posais cette question. Et l'occasion était cherchée pour savoir c'est quand. Et voilà un député qui a porté la voix de plusieurs Burkinabés et qui a félicité au passage, sans sincèrement, parce que la question, elle mérite d'être posée. Finalement, notre devise, c'est laquelle? C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons? Ou bien c'est unité, progrès, justice? Parce qu'on est arrivé à un moment donné où même la devise, même on ne sait même pas, c'est laquelle notre devise? Quelle est la devise qui nous parle au mieux? Quelle est cette devise-là qui nous parle?
dans un contexte où le chef de l'État était clair, ce n'est pas de la révolution. Alors que quand vous dites la patrie ou la mort nous vaincront, il y a un point serré, vous vous sentez, vous vibrez sur l'époque révolutionnaire. Donc, entre des jeunes nostalgiques, des tontons nostalgiques, des tantis, et puis bon, la révolution n'a pas fait que du bien. Ça, il faut également avoir le courage. Il y en a aussi qui, quand ils entendent cette phrase, ça fait frémir à certains, compte tenu de ce qu'ils ont enduré. Il y a cette réalité aussi, là, qui est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit regarder État, on doit regarder nation, à tous les niveaux. Donc, État-nation, armée-nation, ceci nation, alors que nous n'est pas encore à ce stade-là. Mais on ne pourra pas construire sans ces éléments-là. Alors, qui nous disent, déjà, monsieur, la devise, c'est laquelle? On revient à la patrie ou la mort, ou on garde unité, progrès, justice. Il dit, bon, comme on est en guerre, que c'est... La réponse, elle a été donnée, mais elle n'est pas très satisfaisante. Voilà. Donc, finalement, on garde laquelle? Alors que quand on finit de chanter l'hymne national, c'est la patrie ou la mort nous vaincrons qu'on prononce. Et sur le sceau officiel, c'est unité, progrès, justice. Ça nous a suivi jusqu'à présent. Parce que l'hymne reste celle de la révolution. À la fin de l'hymne national, c'est la patrie ou la mort nous vaincrons qu'on dit. Maintenant, unité, progrès, justice ne colle pas avec la patrie ou la mort parce que l'esprit n'y est pas. Donc même jusqu'à ce niveau, président, on a effectivement à revoir. Et ça c'est très, très, très important. Et il y a d'autres même qui demandent qu'on revoie même l'hymne national. Parce que pour eux, il y a un décalage. Donc, il y a beaucoup de choses à refonder. Mais il faut savoir aller à l'essentiel, et ça, c'est le plus important. D'accord. Alors, nous allons commencer par le premier axe, lutter contre le terrorisme. Quand on écoute le Premier ministre, il faut remobiliser les troupes combattantes, il faut aller vers un commandement unifié, comme cela avait été annoncé par le chef de l'État. Il y a également la question des partenariats. Le Premier ministre a été clair, il faut diversifier les partenariats. Et je cite, l'option est désormais de diversifier les partenariats afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire. En tout état de cause, ces partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité. Le mot a été lâché, la sincérité des partenaires. Oui, mais ça encore, on est dans l'annonce, on est dans des mots. Il faudrait attendre les jours à venir pour comprendre ce que cela veut dire. C'est-à-dire aller avec des coopérations dans lesquelles chacun viendra avec ce dans quoi il est le meilleur. C'est ce qu'on entend. Et que c'est comme si la coopération sera plurielle et que on n'est pas fermé. C'est un peu le message que moi j'ai perçu dans le discours que j'ai entendu hier. Mais je suis désolé, le Burkina Faso ne coopère pas seulement qu'avec un seul pays, même sur le plan militaire. On a déjà une multitude de coopérations. Donc, ce n'est pas déjà nouveau. Aujourd'hui, il y a quelque chose de crucial où les gens sont dans du binaire. C'est France ou bien c'est Russie. Et tout le monde veut entendre les autorités burkinabées là-dessus. Étant entendu que derrière, il y a ce qui est en train de se passer au Mali et qui fait un peu cas exemple et cas école pour beaucoup. La France qui a été demandée, qui avait dit qu'elle partait et qui a été accompagnée. Les Russes avec lesquels la coopération s'est accrue. Et il faut le dire de façon très nette, la réalité terrain qui est en train de donner une inversion des tendances, et ce, positivement pour la partie malienne, pour les FAMA. Même si, matin, midi et soir, nos confrères français passent le temps à dire qu'ils ont tué des civils, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il y a eu des exactions. Je pense que c'est le seul discours qu'on entend maintenant, parce que sur la question des résultats, au moins, ils ont été ramenés à reconnaître que sur le terrain, c'est mieux que lorsqu'ils étaient là. Donc ça, c'est pas un débat. Donc la France ou la Russie, chacun regarde, et puis tout le monde est sensible à ce qui est en train de se passer. Mais quand on dit coopération sincère, est-ce à dire qu'ils ont fait le constat de la non-sincérité de certaines coopérations? Auquel cas, peut-être qu'il faudrait, dans les jours à venir, c'est quelque chose qu'on saura. Mais moi, je regarde, c'est Paulo Coelho, il disait que j'ai appris depuis longtemps que pour soigner mes blessures, il faut que j'ai le courage de les regarder en face. Quand on prend le cas malien, ils ont su que ça allait être difficile. C'est là où, quand vous regardez aussi, je prends toujours le cas malien parce qu'on ne vit pas la même situation à l'identique, mais il y a beaucoup de parallèles possibles, notamment avec les aspects sécurité qui sont prégnants pour chacune des deux nations que nous sommes. Quand vous regardez dans le cas malien, on ne peut même pas parler de volontarisme, c'est du déterminisme. Inoussa
qu'on avait reçu, je pense que c'était au tribunal, qui venait du Mali, disait, quand vous allez dans les marchés, les prix des denrées de première nécessité, ça a augmenté. Et ça, c'est la répercussion de la fermeture des frontières et des sanctions voulues contre le Mali. Il dit, mais quand vous écoutez le vendeur, vous écoutez la femme de ménage qui vient faire le marché, elle dit, oui, c'est cher, mais on va supporter. Parce qu'on n'est pas indépendant, c'est maintenant qu'on fait notre lutte pour l'indépendance. Et qu'il y a plus grand derrière. C'est le sacrifice qu'on doit payer, on va le faire. Et c'est partagé. Donc ça veut dire que derrière, il y a une volonté qui a été affirmée, il y a un choix qui a été fait, courageux. Certains pourraient dire que c'est suicidaire, mais il y a aussi une majeure partie des Maliens qui accompagnent. Maintenant, nous, il faudrait attendre maintenant de voir quels sont les choix qu'on fait, comment on les affirme. Pour revenir à la question que vous posiez au départ à Bernard Bougma, le diagnostic. Mais le diagnostic là, Mossé, il a fait le même ici. Tout à fait. C'est le même diagnostic. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui n'a pas marché, puis vous êtes tombé. C'est le même diagnostic. Même moi qui ne suis pas si bon, quand je regarde, je vois. Demandez à nos braves dames qui elles aussi suivent l'info, qui sont un peu loin, qui s'occupent du foyer. Demandez-leur qu'est-ce qui ne va pas. Elles vont vous citer les mêmes choses. Ah, la sécurité là, nous-mêmes on voit ça ne va pas. On fait les choix, mais on dirait que c'est pas bon. Notre administration aussi, il faut qu'on revoie. Ça ne va pas. Il y a trop de corruption. La question du dialogue là, il faut que les Burkinabés se parlent. Depuis, comment il s'appelle, Paul Kabatieba, vous retrouvez les mêmes diagnostics jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes engagements sur la question sécuritaire, sur la question de la réforme de l'administration, avec les histoires de corruption, de train de vie de l'État, tout ça, ça revient. Avec le troisième pilier, la question du dialogue social. Vous l'avez eu depuis Kabatieba jusqu'à ce que Roch Kaboré tombe. Donc le problème ici, ce n'est pas le diagnostic, c'est la sincérité du médecin qui vient. Est-ce que les nouvelles autorités seront sincères et appuieront, même si ça fait mal, pour que le puits sorte et à un moment donné là, on fasse la catharsis et qu'on ait un Burkina meilleur. Parce qu'il faut faire quelquefois des choix qui fâchent. Moussé qu'on a vu ici sur ce plateau a dit quoi? Le problème de Roch Kaboré, ça avait été d'être un peu large, de vouloir contenter tout le monde. Tant et si bien que il y a des choses qui se passent, on dit bon, c'est pas grave, on va laisser. Mais si vous vous comportez comme ça va vous rattraper. C'est ça le problème. Si on n'accepte pas, et ça c'est la critique qu'on faisait à un moment donné, de regarder aussi dans notre armée pour dire qu'est-ce qui ne va pas là-bas. Je ne suis pas convaincu que ce soit le seul choix du civil qui a fait l'insuccès qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi une responsabilité du militaire. Aujourd'hui, c'est eux qui sont et qui tiennent les commandes. Donc, ils ont tous les leviers pour que ça se passe bien, y compris en interne. Je parle des militaires entre eux. Vous dites pourquoi est-ce qu'on échoue? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? On va tout tracer, c'est bien eux qui portent la chose sur le terrain. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui tracent les choses. On a appris beaucoup de choses sur la question des armes que nous achetions, sur les choix que nous faisions sur le terrain, sur certains même des camarades, des frères d'armes qui sont dans des difficultés et qu'on se refuse à aller comment dire, aider. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui n'allait pas? On a le drame d'Inata, jusqu'à présent on n'a pas encore grand chose. Son rapport reste le rapport le plus gardé. Tout a circulé dans ce pays-là. On a tous vu des copies sur Internet. Ce rapport, même la signature de fin, même, ça n'a jamais circulé sur quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Je veux dire qu'il faudrait que l'introspection se fasse à tous les niveaux, y compris chez les militaires. Et puis c'est bon, quand on a entendu le président dire qu'il y aura des audits, c'est normal, on ne vient pas prendre quelque chose comme ça et puis on y va sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, s'il n'y a pas bien à regarder quelque part, ou si ceux qui sont là avec lesquels on doit continuer, il n'y a pas des éléments qui pourraient être un genre de boulet. Mais ça doit se faire partout. Donc je veux dire que le problème ici n'est pas forcément, pour revenir à ce que je disais au départ, c'est pas le diagnostic. C'est-à-dire qu'on est un malade
qui a tellement souffert et qui a donné tous les symptômes que pour peu que vous ayez, vous soyez, comment dire ça, vous ayez de l'empathie pour lui, vous allez comprendre de quoi il souffre déjà. Vous savez où ça fait mal, vous savez où ça ne va pas. C'est le cas burkinabé aujourd'hui. Donc le problème, c'est la question non du remède, mais de la sincérité du médecin qui vient et sa capacité à ne pas louvoyer. Et là où ce n'est pas bon, de dire que c'est pas bon, là où il faut amener le burkinabé à faire des efforts, il faut le faire. Il ne faut pas chercher à arrondir les angles, chercher à tourner. C'est ça qui nous a mis dans ça jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je pense. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, c'est vrai qu'en plus de la stratégie sur le théâtre des opérations, la puissance de feu à apporter pour inverser la tendance, il y a aussi en amont ce qu'il faut faire en urgence, notamment la prise en charge du cas des déplacés internes avec la crise humanitaire. Ça également, c'est un grand défi pour les nouvelles autorités. Mais en fait, c'est toujours les mêmes défis, même pour ceux qui sont tombés. Parce que c'est les mêmes choses. Ce que Geoffroy a dit, c'est vrai, à titre illustratif. Je prends la sortie de Lassina Zerbo, le 7 janvier 2022. 4 piliers. Premier pilier, retour de la paix, de la sécurité et consolidation de la résilience. Objectif stratégique du docteur Albert Ouedraogo, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité. C'est la même chose. Premier et deuxième, retour des PDI, c'est réponse à la crise humanitaire. 3. Lutter contre la corruption, réconciliation nationale. Et lui, la différence au niveau de l'objectif 3, c'est refonder l'État et améliorer la gouvernance. Lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite pour Lassina Zerbo, pour Albert Ouedraogo. Lui, c'est au niveau 3 et 4 que la différence se retrouve. C'est à peu près les mêmes choses, avec des termes différents. Lui, l'autre dit pilier, l'autre dit objectif stratégique. C'est la même chose. Le diagnostic, c'est également le diagnostic fait par Lassina Zerbo. Ça se colle. Il n'y a aucune différence entre les deux documents. La seule différence, c'est l'usage des termes pour ne pas faire du copier-coller sans modifier. Donc ça veut dire que c'est le même diagnostic, les mêmes réalités, les mêmes engagements. Mais j'aurais aimé que Albert Ouedraogo ajoutait un 4e objectif stratégique. Retour à l'ordre constitutionnel normal. Ça fait partie de leur feuille de route. J'aurais aimé avoir ça comme objectif également. Bon, bref. Mais c'est un de Paul Kabatieba à Dr Albert Ouedraogo en passant par Lassina Zerbo, sans oublier le papier d'Abiré. Ce sont les mêmes objectifs. Ce sont les mêmes défis. Ici, ce n'est pas que le diagnostic soit bien posé ou pas. C'est quel résultat on aura et avec qui. C'est tout. Donc ce qui est donné de voir, c'est ce que Geoffroy a dit. Effectivement, même ceux qui sont tombés ont fait le même diagnostic, puisqu'ils l'ont même fait. Quand Lassina Zerbo est arrivé, c'est le même diagnostic qui a été fait. Donc le diagnostic, il est bon. Il traduit la réalité des faits. Que ce soit dans les documents de prospective, PNDS 1 ou 2, ça renvoie au même résultat, parce que ce sont les mêmes cerveaux qui l'ont travaillé. Ce sont les mêmes qui ont travaillé sur ce document-là. Seulement, c'est la personne qui vient le porter qui change. Maintenant, ici, je pense que c'est beaucoup plus le résultat terrain qui va l'emporter sur la qualité de l'objectif et sur la qualité du discours qui est dedans. Un homme a dit, soyez plus impressionnés par l'atteinte des résultats, par l'atteinte des objectifs, plutôt que par la qualité des objectifs. Donc, ce n'est pas de prendre son pour poser des objectifs de qualité l'essentiel. L'essentiel, c'est l'atteinte réelle des objectifs. Il faut être enthousiasmé par l'atteinte des objectifs et non être enthousiasmé par la fixation des objectifs. Parce qu'à la fin, c'est le résultat final qui va compter. Une très belle équipe avec de bons joueurs qui ne marquent pas, à la fin, ça ne sert pas. D'accord, c'est vrai qu'on parle d'effets d'annonce, mais il y a eu également des propositions assez concrètes quand on prend au niveau de des réformes de l'administration, par exemple. Le Premier ministre propose de revoir le nombre et la nomenclature des ministères. C'est quand même un gros dossier et ça vient à propos, en tout cas quand on écoute beaucoup de Burkinabés. Non, là on est d'accord. On est d'accord qu'il faut effectivement revoir. Il y a des ministères où vous avez parfois 2 ministres délégués pour le même ministère. Prenons le gros lot, c'est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Vous allez avoir un ministre délégué à la décentralisation et
un qui va s'occuper des questions sécuritaires, bon, administration du territoire. Parfois, il faut même un secrétaire d'État à côté. Bon, dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur, et puis on passe à autre chose. Maintenant, il y a cette dénomination qui est là. Vous prenez également au niveau du ministère de l'économie. Vous avez le ministère de l'économie et des finances. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe du budget. Je pense aussi que tu es venu également pour s'occuper des questions de prospective. Bon, donc à un moment donné, vous prenez également le ministère des Affaires étrangères. Parfois, c'est en fonction, dans le même gouvernement, dans le même mandat, en fonction des remaniements, vous avez parfois un seul ministère, parfois 2 ministères. Donc un ministre délégué ou une ministre déléguée avec le ministre titulaire à côté, parfois non. Donc en fonction même du remaniement dans le même mandat, il y a des ministères qui changent de dénomination à tout moment. On ne capitalise pas. Après, il faut revoir l'organigramme, trouver encore de nouveaux bâtiments, trouver un personnel, diviser le personnel par 2. Regardez au niveau du ministère de la communication et de la culture qui ont été mis ensemble. Après, il faut fusionner encore les équipes, refaire encore l'organigramme. C'est compliqué ça. Donc c'est mieux pour capitaliser de consacrer ces choses-là sur un certain nombre d'années. Après, on fait une évaluation et pour passer à autre chose. C'est comme ça. Donc, je pense que c'est bon de revoir ces choses-là. Le nombre, mais il faut être réaliste, quoi. Voir le nombre, voir les assemblages possibles avec un travail d'intelligence, et notre administration regorge de cadres suffisamment outillés pour faire ce travail. En ce moment, je pense qu'on peut très bien capitaliser. Et la ministre ivoirienne du plan, Nialé Kaba, elle est à son poste depuis combien d'années? Depuis de nombreuses années. Ça a permis rapidement à la Côte d'Ivoire, nous n'avons même pas encore, bon, je ne sais même pas quel stade nous sommes avec notre document prospectif parce qu'on a mis du retard. La prospective Burkina 2025, c'est fini. La Côte d'Ivoire 2040, ils ont commencé à appliquer. Nous, comme on a vu les délais, on a projeté Burkina 2060. Je ne sais pas, les rédacteurs sont à quelle étape actuellement. Mais il y a quand même un retard par rapport à l'évaluation de la prospective Burkina 2025. Normalement, nous devons être dans le nouveau référentiel. Mais on est dans le PNDS 2 qui tire son essence des documents dont je parle, dont de la prospective Burkina 2025 dont je parle. Mais aujourd'hui, qui d'ailleurs parle de cela? Donc, nous sommes dans une telle situation. C'est comme, je dirais, nous naviguons à vue. Les autres étaient écrits pour 10, 15, 20, 40, 60 ans. Même les villes, il y en a qui écrivent les plans des grandes villes et qui commencent un nouveau plan d'urbanisme. À l'échelle du temps, la ville se remodernise pour donner un tel visage à l'échelle. Nous, on n'est même pas encore à ce stade. Donc, il y a un travail de fond à faire, de déposer des éléments tangibles pour que les Burkinabés sachent où aller, parce que l'essentiel dans un pays, c'est de savoir où aller. Donc, au niveau des ministères, je pense que ça doit participer à cela. Même au niveau des emplois, au niveau de la fonction publique. Il en a aussi fait cas. Les emplois au niveau de la fonction publique. On recrute pourquoi? Où est-ce qu'il faut recruter? Où est-ce qu'il ne faut pas recruter? Mais là aussi, c'est normal, parce qu'on a fait de l'État le plus gros employeur. Donc, par moment, on recrute pour le social. Il y a des postes dans l'administration publique qui, pour 5 ans, n'ont pas besoin d'effectifs. Donc, on recrute beaucoup plus pour le social que pour répondre effectivement à un besoin. Nous avons discuté avec un administrateur de services financiers. Un administrateur de services financiers. Nous ne savons pas si son diagnostic est juste ou pas. Toujours est-il qu'il a pris sa disponibilité en attendant de préparer sa démission pour quitter la fonction publique. Je ne peux pas le citer compte tenu de son statut actuel. Mais il nous a dit clairement que de son point de vue, au niveau de leur corps, il y a une priorité de recrutement. Quand lui fait le diagnostic sereinement, il pense qu'on n'en a pour le moment pas besoin pour 2-3 ans à venir. Parce que les effectifs actuels peuvent permettre de gérer la situation. Peut passer la conséquence, il y en a qui se retrouvent concentrés dans un même bureau avec un problème de place. Et parfois, ceux qui sont du cadre supérieur se retrouvent à exécuter le boulot du cadre inférieur parce qu'il n'a même pas de boulot pour le cadre supérieur. Il n'y en a pas assez même pour lui. Conséquence, il s'occupe d'un boulot qu'il ne devrait pas faire. C'est un cas exemple que nous avons pris, sans oublier les autres cas où, et au niveau des enseignements, quand on a fait les effectifs,
on se rend compte qu'il y a un grand lot qui est concentré à Ouagadougou, alors qu'il y a un manque d'enseignants dans certaines écoles. Il y a un problème de répartition des effectifs également, qu'il faut avoir le courage de voir. Parce qu'il y a des gens qui appellent à ma cousine là, est-ce que vous pouvez voir pour ma soeur? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a un travail de diagnostic à faire pour qu'on recrute pour les besoins exprimés, pour qu'on puisse faire également la promotion du secteur privé, pour qu'elle puisse être pourvoyeuse, le secteur privé puisse être pourvoyeur d'emplois, et que ce soit vraiment des emplois décents. Parce que si le secteur privé n'a pas suffisamment de ressources, il ne peut pas créer des emplois décents. C'est ça aussi la réalité de cette situation. D'accord. Alors le vent de réforme va également souffler sur, je dirais, le plan politique, parce que le Premier ministre a annoncé également des lois qui vont encadrer la création et l'animation, sinon le fonctionnement des partis politiques. On parle de plafonnement des dépenses ou de financement en période de campagne. C'est également des enjeux et il faut également y regarder. Oui, c'est clair. C'est vrai il faut regarder dedans. C'est vrai que quand on l'écoute, c'est vraiment la question des plafonnements qu'il a abordé. Mais déjà, brièvement, je vais revenir sur la question de l'administration, parce que pour moi, c'est déjà très important. Il a annoncé quand même beaucoup d'éléments à l'intérieur. Il a parlé d'un avant-projet de loi qui avait été élaboré en 2015 et qui n'avait pas été transmis. Et il dit qu'il espère que cela sera transmis. C'est sur la question des critères de poste, d'accès au poste. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous savez, ce à quoi on a été habitué, c'est qu'on est élu et après on essaie de contenter ceux avec lesquels on a bataillé pour l'élection. Et on n'est plus objectif, parce que on ne se rappelle plus du programme qu'on avait et sur la base duquel on a été élu, mais il faut maintenant contenter des gens. Alors que si vous placez des gens à des positionnements juste parce que vous avez battu campagne ensemble, et il y a une feuille de route que vous avez déployé sur la base duquel vous avez été désigné et donc voté, ça devient vraiment compliqué. Et ça, il faut accepter que pour la plupart des postes qu'on est, on est vraiment quelque chose de clair, pour qu'on soit dans un genre de méritocratie où ce qui s'exprime, c'est la valeur technique des gens. C'est tellement bien calibré que ça devient difficile de vouloir faire du favoritisme. Et notre administration, elle en a vraiment besoin. Je pense que quand on parle du Premier ministre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été dans des cabinets, il a travaillé avec notre administration publique en proposant un certain nombre d'éléments. Et s'il rappelle que dans les starting blocks, il y avait des propositions qui étaient très intéressantes dans ce sens-là, et dit c'était en 2015 et que ça n'a pas été introduit, que maintenant lui va l'introduire, c'est qu'il en sait beaucoup. Et même quand on parle de la question de vous avez parlé de la politique, il a parlé de la dépolitisation aussi. Mais je pense aussi qu'il faudrait qu'on fasse un peu attention pour ne pas qu'on tombe dans le jeu, par exemple, de la laïcité, qui est perçu par beaucoup comme étant l'absence des religions, alors que c'est la bonne intelligence des religions ensemble. Il ne faudrait pas que, à un moment donné, c'est que pour un cadre de l'administration, l'expression politique soit ce qui lui desserve dans l'exercice de ce qui est technique et dans l'expression de son expertise à apporter. Non, parce qu'il est d'un parti politique, il ne peut pas lui échoir un poste de directeur, un poste de ceci ou de cela, parce qu'on y voit d'abord, et ça c'est le péché, d'y voir d'abord sa coloration avant de voir ce qu'il vaut en termes d'expertise. Dans ce cas de figure, on aura une transition dans laquelle, au sens plein du terme, on aura tous nos hommes politiques qui seront comment on appelle, que j'avais dit ça, en chômage technique. Il ne faudrait pas aussi qu'on ait comment on appelle, l'inversion de tendance, où ce soit un moyen stigmatisant. Non, mais seulement c'est qu'il faut qu'on soit dans l'expression du mérite et que ce soit ça qui vaille pour qu'on ait des positionnements. Et n'oublions pas aussi que la dernière fois, quand les institutions sous-régionales sont venues, elles nous ont rappelé la question du poids de ce que nous servons comme salaire à notre administration. Et il y a eu des injonctions. Donc ça veut dire que sur la question même des recrutements, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc ils auront beaucoup de choses à faire sur la question de notre administration et des éléments à retravailler. C'est clair que si notre administration pèse, c'est par aussi des doublons qu'on a et plein de choix qu'on a fait. Et je crois que s'il dit qu'il va réformer un certain nombre d'éléments, c'est dans ça qu'il va regarder. Peut-être que ça aura la répercussion aussi de pouvoir alléger un peu le trop poids que nous avons sur ce que nous coûte notre administration. Maintenant, vous parliez de la question politique pure et dure, et
c'est l'organisation qui devrait être faite avec les plafonnements et tout. Nous, on l'a dit ici. Et je pense que le RENLAC, ça en a fait l'écho. Quand vous regardez les résultats, ça n'est rien d'autre que la stratification des moyens mis pendant les élections. Donc, à qui même plus sur le rapprochement de la chaise présidentielle se fait. Ça ne devrait pas être comme ça. On devrait être élu sur la base de la confiance qu'on a pu partager à ses concitoyens, du programme qu'on a pu leur proposer. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Comment faire pour qu'on n'ait pas des gens qui soient là à distribuer les 2000, les sacs de riz, les t-shirts et tout. Même sur la question de la communication, il y a eu un effort qui a été fait, mais vous voyez comment ça a été contourné, notamment par le MPP en son temps, et d'autres ont suivi parce qu'ils ont compris aussi comment entre les lignes on pouvait passer. Une couleur a été choisie comme le symbole du parti. Donc du coup, l'orange, ça devenait aussi l'outil de communication. Donc ce qu'on a voulu éviter, on l'a contourné sans qu'on ait l'objectif final. Donc on profite des failles des textes. Des failles des textes. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir des bons textes blindés et tout, il s'agit qu'ils soient arrimés à nos réalités et de voir comment est-ce que les petits malins n'arrivent pas à le contourner. Parce que je suis d'accord, la question du financement de nos campagnes là, ça doit être bien vu. Mais je pense que ça doit commencer aussi par la clarté de qui apporte en termes de financement. Il faut qu'on le sache. Ça doit être des livres ouverts, comme on le voit dans les campagnes en France et tout, pour que parce que on a vu sous nos cieux, il y a eu des problèmes entre Ebomaf et c'était Zinsou. Tu me dois, je te dois, c'était pour la campagne, non, c'est pas ça. Mais ils sont allés terminer ça en justice. Mais vous pensez que si Zinsou était passé, Ebomaf n'aurait pas eu ses marchés? Non, arrêtez. C'est ça la réalité aussi. Ça se passe là-bas, ça se passe ici. Donc vous voulez comment est-ce qu'on peut avoir des questions de passation de marché dans lesquelles vous avez une claire lisibilité si vous ne savez même pas qui a casqué lourd pour que celui-là vienne à la présidence? Il y a un retour sur investissement qui est attendu. Donc je pense qu'on est dans une période qui nous permet d'élaguer ce genre de problème-là. Et puis pour terminer, il y a des choses qui sont interdites. On a eu des vidéos de personnes ici qui est en train de distribuer de l'argent. C'est parti où? Une chose est que la loi dise que ce n'est pas possible. Une autre, c'est que lorsque on voit quelqu'un le faire, quel que soit qui il est, qu'il est à payer et à répondre de cela. Ça aussi, c'est un autre niveau. D'accord. L'autre axe stratégique, le dernier que nous allons évoquer, c'est la réconciliation nationale et la cohésion sociale. À ce niveau, le Premier ministre estime qu'il faut également tendre la main aux Burkinabés qui, à un moment donné, ont pris le mauvais chemin, notamment ceux qui sont enrôlés au niveau du terrorisme. C'est un pas à franchir. Il y a aussi la question des anciens chefs d'État et des exilés politiques. La question a été posée hier par un député. À quand le retour de Blaise Compaoré? Tout ça, c'est des questions à régler pendant cette transition. Oui, tout à fait. C'est des questions à régler pendant cette transition. Mais par rapport à ceux qui ont pris les armes contre le Burkina, je pense qu'il y a un travail qui avait commencé mais qui n'a pas abouti. Parce qu'il y en a qui sont en contact avec les chefs et qui disent ce sont nos enfants. Maintenant, comment est-ce qu'on prépare leur retour? Je pense que c'est ce travail de démobilisation, de réinsertion et tout. Sur fond de terrorisme, c'est très délicat, cette affaire-là. Mais maintenant, par rapport au retour, effectivement, de ceux qui sont sortis, je pense que pour le cas Blaise Compaoré, le président Kaboré l'avait dit lors de la rencontre avec des médias. Il avait dit que tout est prêt, même la villa où il devrait abriter, il devait venir y loger. C'est prêt, mais c'est la famille, l'entourage de l'ancien chef de l'État qui a demandé de patienter. Donc tout portait à croire que sur le plan négociation, diplomatie souterraine, j'allais dire, c'était plus ou moins réglé parce que nous avons également appris que certains étaient même allés visiter les locaux et puis bon, maintenant à l'intérieur il y avait des petits tiraillements. Donc je pense qu'il y a ces cas-là. Il y a d'autres aussi qui ne veulent même pas venir parce que être de l'autre côté de la frontière arrange certains pour leurs consultations. Il y en a qui les rencontrent dans des capitales où ils sont pour des consultations, ça les arrange bien. Mais sur le plan politique, ça permet d'avoir des solides arguments. Je ne pense pas eux tous, mais il y en a qui sont également dans ce lot, qui gagnent bien même leur vie, plutôt que de revenir au Burkina. Dans le lot aussi, il y en a. Il y a aussi certains sur qui pèse
et effectivement de lourdes peines. Donc, il y a aussi peur d'une certaine justice, et parce que dès que vous arrivez, il y a un 30 ans ou il y a un 20 ans qui vous attend. Donc, il y a aussi ces questions-là. Donc, comment est-ce qu'on règle cela? La réconciliation, la justice d'un côté, je pense qu'il faut suffisamment d'alchimie pour pouvoir arriver. Ce n'est pas cette intelligence qui manque au Burkinabé. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas sacrifier la justice sur l'autel de la réconciliation? C'est là où le groupe se retrouve. Analyse et décryptage de la feuille de route du Premier ministre Albert Ouedraogo. Voici le thème qui était enrôlé pour cette convocation. C'est ici qu'on va mettre un peu fin à la présente émission. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On va se retrouver demain pour la même mission. J'étais un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.